adenoinia andi aide Anteyo bako binya temeno non la desco anteyo ne anteyo je semenya temeno anteyo je diru yo temeno anteyo toto du yo temeno de bibinya sebopo anteyo bako binya temeno anteyo je semenya temeno anteyo je diru yo temeno sebopo toto du yo sebopo sebopo je diru yo sebopo anteyo je bibi blanqueno balancer le yakoto avec prudence. Prudence. Merci de recevoir Africa TV chez vous pour ce numéro spécial sur la CEI. Nous recevons l'honorable Kwadjo Konan Bertin du KKB. Bonjour monsieur. C'est bonjour. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous, nous ici à Abidjan. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de la culture ivoirienne. Mais déjà, on va revenir avec vous sur votre dernière démarche au niveau de la diaspora ivoirienne de l'Europe. À quoi répondez à cette démarche-là? Encore une fois, je voudrais vous renouveler mes remerciements. Chaque fois que cela a été possible, vous m'avez tendu vos micros pour faire passer mes idées. Nous faisons notre travail aussi, journalistes. Auprès donc, des Ivoiriens et auprès de tous ceux qui ont un intérêt en Côte d'Ivoire. Pour que notre message, du moins sur le fond du message, sa quintessence soit saisie sur l'essentiel ou le conjoncturel que l'on veut lui donner. Et effectivement, nous étions il y a quelques mois en France, disons en Europe. Tout le mois de mars, vous avez pratiquement 2 mois. 2 mois en France, en Europe, pour parler avec les Ivoiriens de la diaspora. Je vous l'ai déjà dit, du vivant du père fondateur, président Félix Houphouët-Boigny, Houphouët n'appréciait pas beaucoup que les Ivoiriens sortent de son pays. C'est vrai, il aimait nous envoyer faire des études, mais une fois que nous avions terminé nos études, Houphouët faisait mains et pieds pour que ce cerveau vienne se mettre, n'est-ce pas, au service du développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après la guerre et turpitude que nous avons connue, il faut reconnaître qu'ils sont des centaines de milliers d'Ivoiriens qui vivent désormais à l'extérieur de notre pays, qui eux aussi s'intéressent toujours à la mère patrie. Et donc ils s'intéressent au débat politique qui se mène en Côte d'Ivoire. La diaspora est devenue une force, même économique, bien structurée, bien organisée. Elle peut permettre notre essor, un essor économique assez profitable à tous. C'est pourquoi je pense que de plus en plus, nous ne pouvons pas continuer de faire de la politique, même en Côte d'Ivoire, sans tenir compte de cette diaspora. Moi, je la place en tout cas au cœur de mes préoccupations politiques, au cœur des démarches politiques. C'est pourquoi je vais de plus en plus vers eux. Figurez-vous qu'il y en a qui ont passé 50 ans, 40 ans, 30 ans en Europe, qui sont même plus revenus en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de nous connaître, de nous fréquenter et de nous, je dirais, de nous remettre ensemble. Surtout quand on a fait la guerre, comme c'est notre cas, il est important que le contact se rétablisse pour que les Ivoiriens aillent au-delà des préjugés, aillent au-delà de ces murs de méfiance, ces barrières qu'on a installées entre nous. Oui, parce qu'il y a des clichés. Selon que vous êtes PDCI, RDA, on vous catalogue. Selon que vous êtes RDR, vous avez votre étiquette. Selon que vous êtes FPI, vous avez votre étiquette. Or, de mon point de vue, l'étiquette, la seule qu'il vaut
qui va d'être soutenu, c'est l'étiquette ivoirienne tout court. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été donc à la diaspora et je dois remercier l'ensemble des Ivoiriens qui m'ont ouvert leurs bras, qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont reçu de jour comme de nuit à leur domicile. Beaucoup d'entre eux nous avons partagé de petits repas ensemble, que ce soit en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, un peu partout. C'était les retrouvailles anti-ivoiriens. C'était les retrouvailles, mais vous avez aussi un message à donner, vous avez aussi donné un message à ce jour-là aussi. Oui, à la porte de Montreuil, au palais de congrès de Montreuil le 29 mars, vous avez donné un grand message. Revenez un peu sur ce message-là. Je ne peux pas oublier ce grand rendez-vous de Montreuil. Je vais vous raconter une anecdote, c'est que quand je suis parti, que j'ai vu le palais de congrès, il était tellement vaste. Je me suis demandé... Ça n'a rien à voir avec le palais de congrès de Très civil. Je me suis demandé est-ce que je pouvais le remplir. Et pourtant, les Ivoiriens sont venus nombreux. Je devais encore une fois les féliciter. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu venir à cette occasion. Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas jugé utile de venir. Je leur dis la chose suivante. Je suis, moi, le fruit d'un métissage ivoirien. Oui, je ne peux pas ne pas aimer la Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai appris du fouet, c'est le rassemblement de l'ensemble des Ivoiriens. Référons-nous à notre hymne national et vous comprendrez que je ne prêche que la paix. Notre pays en a forcément besoin aujourd'hui. Le message que j'ai porté en Europe et que je porte à Abidjan, il est unique. Pour faire face aux défis du sous-développement, nous avons besoin d'un peuple uni. Je suis convaincu que uni, rien ne peut nous résister. Or, pour l'instant, il faut reconnaître que le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus uni. Les Ivoiriens vivent désormais côte à côte, au lieu de vivre ensemble. Nous nous regardons en chien de faïence. Ça ne peut pas continuer. Et je crois que l'exemple doit venir des hommes politiques, des décideurs, de là-haut. C'est pourquoi je prends ma part de responsabilité dans cette réconciliation que tout le monde souhaite. Le chef d'État lui-même l'a dit, et je continue pour dire, on ne peut pas se réconcilier avec soi-même, être seul. On ne peut que forcément se réconcilier avec un autre, celui avec qui on a eu malheureusement des histoires. C'est pourquoi j'insiste pour dire, l'esprit de pardon doit guider nos débats, doit gouverner nos débats, nos idées. Tendons-nous la main, prédisposons nos cœurs à aller à la réconciliation, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Ce message-là, qui le porte? C'est le député Kakabé qui le porte? C'est l'Ivoirien simple ou bien c'est le militant du PDC qui le porte? C'est aussi bien l'Ivoirien simple, qui n'a pas d'autre choix que de vivre en Côte d'Ivoire, son pays, que le militant du PDCI, parce que c'est ça aussi la philosophie de mon parti. Et c'est mon rôle de député. Donc vous voyez bien que quelle que soit la casquette que vous voulez bien prendre, je suis habilité à porter ce message. Qu'est-ce que les Ivoiriens de la diaspora vous ont répondu ce jour-là? Nous avons communié tout simplement. J'ai vu des visages des Ivoiriens qui avaient envie de revivre ensemble, comme par le passé, sous l'ère du PDCI, heureusement, il faut le dire, sous l'ère de Félix Houphouët-Boigny, il faut encore le dire. Ceux du COGEP étaient là, je voulais les féliciter. Ceux du FPI étaient là, je voulais les remercier. Ceux du PDCI étaient là, je voulais les remercier. Beaucoup de ceux du RDR étaient là, je voudrais également les remercier. C'est tout simplement ça. Parce que quand ils sont en Europe, ils ont les mêmes problèmes qui concernent leur pays. Lequel d'entre nous peut être fier de voir la Côte d'Ivoire naguère havre de paix, naguère référence dans la sous-région, aujourd'hui dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. C'est pourquoi il me semble que nous avons communié et les Ivoiriens visiblement étaient heureux d'entendre ce message et je suis prêt qu'ils sont prêts à renouveler. Je suis convaincu qu'ils sont prêts à renouveler. À l'époque, beaucoup disaient que ceci, c'était un appel de pied aux partisans de Laurent Gbagbo juste pour essayer de faire du remplissage parce que bon, désormais, Kakabé est seul à Abidjan, Laurent Gbagbo à La Haye, et là récemment Blé Goudé à La Haye, et ça tombait là. À l'époque, au moment où Blé Goudé était transféré, beaucoup ont pensé que vous venez là à madouer les militants du FPI juste pour combler le vide, c'est ça? Écoutez, je ne suis pas en campagne et je ne fais pas de politique politicienne. Vous savez très bien que moi, ce n'est pas d'aujourd'hui que je mets sur la place publique mes relations avec Charles Blé Goudé. Donc Blé Goudé sait de là où il est, que je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas opportuniste. Je ne suis à la recherche de rien d'autre que de la paix sociale. Malheureusement, si je pouvais tout seul construire la paix dans mon pays, je ne serais pas allé vers les militants du FPI. Je ne peux pas l'envisager en dehors d'eux. Je suis bien obligé de leur tendre la main, comme ils sont aussi obligés de me tendre la main. Pardonnons-nous ce qu'on s'est fait hier. Regardons la Côte d'Ivoire demain. Donnons une chance à nos petits-enfants demain. Est-ce qu'il y a pas des militants du PDCI, du RDR? Bien entendu que ma force, ma maison, ma force d'abord provient de ma maison.
la maison du PDCI-RDA. Je ne peux pas aller en France, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, sans rencontrer les militants du PDCI-RDA. Et un militant discipliné, chaque fois que j'ai été en Europe, je pose ma valise sur le délégué. Hein, le délégué, le délégué de l'étranger du PDCI-RDA. Madame Ouar, jusqu'à présent déléguée de France, peut témoigner, c'est une grande sœur. D'ailleurs, je la félicite au passage pour ce qu'elle a pu donner à ce parti en France. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, chez vous. Oui. L'actualité, c'est la nouvelle CEI. On vous a vu, en tout cas, tout feu, tout flamme, tout récemment au Parlement ivoirien. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette nouvelle loi? Écoutez, je rêve une chose, que mon pays, la Côte d'Ivoire, qui pourtant, pendant 30 ans sous le règne du fouet, était habitué à des élections démocratiques, même si c'était la démocratie à l'ivoirienne. Chaque 5 ans, nous allions dans l'allégresse aux élections présidentielles sans de crainte le lendemain. Depuis une vingtaine d'années, après la mort du père fondateur, il faut reconnaître que notre pays est abonné aux crises post-électorales. 95, il y a eu le boycott actif. Et regardez une chose formidable. Alors, en Afrique, on ne reconnaît à la démocratie quelques valeurs que quand on se trouve, hélas, dans l'opposition. À cette époque, en 1995, le RDR, aujourd'hui au pouvoir, avait fait des propositions pertinentes sur la CEI. J'ose croire que si mon parti, le PDCI-RDA, à cette époque, avait suivi le RDR dans ses propositions pertinentes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Après le 95, ce rendez-vous manqué, il y a eu le coup d'État, il y a eu le rendez-vous de 2000, avec ce que nous connaissons. Le président de la CEI a été traîné sur des kilomètres de route ici à Abidjan, on aurait dit, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Il y a eu cet épisode. Après, il y a eu l'épisode de 2010, je ne veux pas revenir là-dessus. Chaque fois, malheureusement, nous recommençons exactement, nous reprenons exactement ce qui a conduit à la crise. Comme si nous ne tirons jamais les leçons de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, si le RDR s'était souvenu tout simplement de ces belles propositions de 95, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, pour résumer les choses, c'était quoi les propositions du RDR? Vous avez vu? C'était quoi d'abord les propositions de 95 du RDR? Je reviens d'abord sur les positions d'aujourd'hui, et puis on fera un marche arrière. Allez-y. Le RDR, ou le gouvernement, propose une CEI de 17 membres, avec d'abord un représentant du président de la République, signalons au passage que le président de la République, je n'ai rien contre lui, il est candidat. C'est une bonne chose, c'est légitime que chacun de nous veuille avoir un candidat. Nous avons besoin d'un instrument, le CEI, qui jouera le rôle d'arbitre dans les élections à venir. Et le président de la République, lui-même candidat, a son représentant dans cette commission dite indépendante. Est-ce que vous pensez que celui qui va représenter le président de la République, lui-même candidat, pourra être indépendant dans cette commission? Beaucoup disent qu'il ne s'agit pas du président de la République, mais de la présidence. Donc il y a une institution comme l'Assemblée nationale. Mais ce qui est écrit, c'est le président de la République. Ce qui est écrit, c'est le président de la République. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, chacun d'eux a un représentant. Mais l'opposition peut aussi avoir des candidats. J'arrive. Et non seulement ce représentant-là, il a voix délibérative. D'accord. Il peut faire acte de candidature à la présidence de la CEI. Imaginez-nous entre nous. Nous sommes à l'ère de la Coupe du Monde qui va se jouer au Brésil. Que la Côte d'Ivoire se retrouve en finale avec l'équipe du Brésil. Et qu'on décide de choisir l'arbitre parmi les 11 joueurs brésiliens. Lequel des Ivoiriens accepterait, n'est-ce pas, accepterait d'adhérer. Mais comme le président de la CEI va être voté par ses pairs, par les 16 autres membres. Bon, les 16 autres membres, qui sont-ils? Alors, le représentant du ministre de l'Intérieur, donc le ministre Ahmed Bakayoko, vous croyez que lui, son représentant va voter quelqu'un d'autre que celui du président de la République? Est-ce que c'est pas un faux procès déjà que vous prêtez aux représentants du président de la République? Est-ce que je suis responsable de la situation que nous avons vécue en 95, en 2010? On a vécu la même situation avec, je veux dire, Yaoundé, qu'on a accusé, que nous, le RDR et nous avons accusé. Nous sommes dans un climat de suspicion généralisée, justement. Il faut faire en sorte que la CEI, dans sa dernière monture, soit au-dessus de tout soupçon. Voilà la démarche que nous adoptons. Et comme on nous dit que les élections ne se font pas à la CEI, mais c'est une raison pour que on la confie aux gens qui sont neutres, supposés au moins neutres,
et qui vont jouer l'arbitre entre les protagonistes. Vous pensez qu'aujourd'hui, de nos jours, en Côte d'Ivoire, c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens neutres aujourd'hui? Ce serait à désespérer d'un peuple comme le nôtre que de ne pas avoir des gens capables, parce qu'ils ont leur conscience et par amour pour ce pays-là, de prendre des décisions qui ne servent que la cause de l'intérêt national. Vous pensez à qui, par exemple? J'y pense à ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et Dieu seul sait qu'ils existent dans ce pays. Donc pour vous, la nouvelle CEI devait être quoi? La nouvelle CEI devait être neutre. Ça veut dire quoi? Vous voyez que, même là, la Constitution de Côte d'Ivoire consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Bien sûr. Alors, quand vous dites qu'un des candidats, fut-il président de la République, a un représentant à la CEI, mais si nous avons 20 candidats, est-ce que tous les 20 candidats auront chacun un représentant? Si tel n'est pas le cas, le principe de l'égalité consacré par la Constitution ici est bafoué. Donc la CEI, là, dans cette disposition, c'est contraire à la Constitution de Côte d'Ivoire, à notre pays. Malheureusement, nous sortons donc de la Constitution. Et tout ce qui est contre la Constitution ne peut pas être cautionné par l'Assemblée nationale. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, oui. Ça tombe bien. Oui. Et les députés ivoiriens ont voté, en tout cas à une large majorité, cette loi-là. Oui. Vous, ça vous laisse un goût amer, c'est ça? Non, vous savez, malheureusement, sous nos yeux en Afrique, comme je dis, on ne tire jamais les leçons. Dans les mêmes circonstances, moi j'ai vu des députés qui ont acclamé M. Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, le 22 décembre 1999, dans un standing ovation parce que nous étions majoritaires, c'était une majorité écrasante. Ça n'a pas empêché que 2 jours après, on soit là où on est et qu'on ait été applaudi par le peuple. J'ai vu en 2000, le RDN n'avait aucun député à l'Assemblée nationale. Babou avait une grande majorité. Il avait été acclamé dans les mêmes conditions. Les lois sont passées dans les mêmes conditions. Ça n'a pas empêché qu'il y ait le 19 septembre. Il ne fait que rappeler ça, tout simplement. On ne parle pas de la CEI sans parler des présidentielles 2015. Et il est de plus en plus question d'une candidature unique au RADP. En tout cas, un rassemblement auquel le PDC appartient. Donc vous dites quoi concrètement? Est-ce que c'est la voie à suivre ou bien il y a d'autres propositions? Par principe et par culture démocratique, je suis opposé aux questions de candidature unique. Souvenez-vous, avec le père fondateur, le président Oufouette, nous avons dû évoluer sous la bannière du parti unique, Oui. jusqu'à ce que les Ivoiriens eux-mêmes décident de rompre avec cette tradition. Nous sommes revenus au multipartisme, avec la possibilité à chaque parti d'avoir son candidat. Et croyez-moi quand même, la raison d'être d'un parti politique qui se crée pour braver les difficultés, Dieu seul sait qu'il y en a dans les débats politiques en Côte d'Ivoire, c'est la présidence de la République. Un parti se crée pour conquérir le pouvoir d'État. Je ne peux pas admettre, à moins que je ne comprenne absolument rien à la politique, je ne peux pas admettre qu'un parti se crée pour dire « moi je renonce à la présidentielle au profit d'un autre ». Nous avons une alliance que je respecte, que j'ai contribué à mettre en place et je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Cette alliance dit quoi? Et toujours dans le respect de mes principes, il faut respecter les règles qu'on se donne librement. Car l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite égale liberté, dit Jean-Jacques Rousseau. La loi dit quoi? Les règles disent quoi? Chaque parti politique membre de l'Alliance a son candidat au premier tour. C'est seulement au second tour que les 3 autres battus au premier tour soutiennent celui qui est arrivé au second tour. Et en appliquant cette règle, en 2010, le PDCI-RDA, mon parti, l'UDPCI et le MFA, qui avaient été battus au premier tour, ont soutenu le RDR pour faire du président Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis et je le répète et j'insiste auprès de tous ceux qui ont une oreille pour m'écouter. Je dis et je revendique cela, que j'ai le droit de travailler, même dans l'Alliance, pour faire en sorte que mon parti, le PDCI-RDA, vienne au second tour de 2015, des élections de 2015, pour avoir lui aussi le soutien du RDR. C'est légitime. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait bien que le PDCI ait un candidat, comme son congrès l'a stipulé. Et comme le candidat Ouattara, le président Ouattara est déjà candidat, il va de soi qu'il ne peut pas avoir de candidature unique, puisque le congrès du PDCI a décidé que le PDCI est son candidat et il en sera ainsi. Je ne connais pas un seul militant au PDCI-RDA capable de transgresser les règlements ou du moins les résolutions de notre congrès. Ce n'est pas possible. Préparons-nous à aller dans le respect mutuel, dans la démocratie apaisée.
Oui, dans la concorde, préparons-nous à aller à des élections présidentielles en 2015 avec autant de candidatures que possible, sans que la violence ne s'invite dans le débat et que le meilleur gagne pour que ces élections-là réconcilient définitivement les Ivoiriens. Voici le prochain défi qui nous attend. Alors, ça ne peut pas s'embarrasser de petits débats autour des candidatures uniques ou pas. Ce n'est pas possible. Justement, on revient toujours à la candidature unique au RHDP. Au PDCI, vous voyez qui? D'aucuns disent que le président Bédié serait plus proche en tout cas de la position du RDR. Vous dites quoi? Nous sommes des milliers de militants dotés, je veux dire, pétris de talent, avec beaucoup d'intelligence, capables de porter les espoirs de nos militants. Le moment venu à la convention, nous trouverons un d'entre nous, je suis convaincu, et que celui-là aura le soutien de tout le monde dans une certaine cohésion pour qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est la présidentielle, c'est la bataille. L'autre actualité, c'est le dialogue politique entre l'opposition incarnée par le FPI de Laurent Gbagbo et le parti au pouvoir. On comprend depuis la chose de la Finguessan, un bras de fer qui est maintenu avec autant de revendications. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la voie de sortie de cette crise-là? Je ne connais pas deux voies, si ce n'est le dialogue. C'est la seule voie. Et les gens l'ont emprunté désormais. Il faut les encourager à persévérer. Évidemment, vous vous souvenez quand il y a eu la crise, la rébellion, il a fallu beaucoup de voyages à l'étranger pour qu'on tombe d'accord. Mais la chose la plus facile, c'est de faire la guerre. Mais après, pour obtenir la réconciliation, ça demande beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas qu'on s'imagine que c'est du jour au lendemain. Donc, il faut continuer de se faire confiance. Il faut continuer de se parler. Il ne faut pas céder à la première, à la première menace. Non, il faut que nous ayons un cœur de patience. Il faut qu'on apprenne à se parler, qu'on continue. Et j'encourage les protagonistes à aller plus loin. Il faut qu'ils discutent parce qu'il n'y a pas d'autre voie. D'autre voie, c'est quoi? Aujourd'hui, le FPI pose des conditions. Oui. Voilà, on n'est pas à aucune élection, à aucun gouvernement. La chaise est vide. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est la Par principe, et quand je me réfère à l'idéal de mon parti, le PDCI RDA, je n'adhère pas à la politique la chaise vide. Par principe. Aussi, je dis, je ne condamne pas, parce que ne juge pas pour ne pas être jugé. Le FPI est un parti souverain, un parti autonome, qui prend ses décisions de façon souveraine. Et c'est à eux d'apprécier. Mais en même temps, il y a des décisions qu'ils prennent ou que nous prenons qui ont des conséquences sur l'ensemble de la nation. C'est pourquoi de temps en temps, je conseille le dialogue. Il faut qu'on se parle. Le boycott, par exemple, des élections législatives ont conduit le FPI à ne pas avoir de députés. Dans un débat aujourd'hui parlementaire qui se pose, le FPI est absent. Il n'a pas de voix à l'Assemblée. C'est à eux d'apprécier. Nous avons été vers eux et tous les autres, toujours dans le souci d'écouter tout le monde pour que les décisions qu'on prend à l'Assemblée soient des décisions qui plaisent à la grande majorité des Ivoiriens. Mais j'imagine bien que si le FPI avait pris part à ces élections, quand même quelques régions que je connais, j'imagine, auraient eu des députés FPI, qu'on n'aurait pas eu affaire à une grande majorité aussi écrasante du RDR. Ça aussi, il faut faire le point. Aujourd'hui, les questions du recensement de la population, là encore, c'est un boycott. Si vous boycottez, les autres s'inscrivent. Le moment venu, eh bien, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis, par culture politique, je n'adhère pas à la politique de la chaise vide et le boycott systématique, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose. Le week-end dernier, par voie de presse, que vous aurez reçu pour la naviguer, qui rentre franchement de l'exil. Oui. Certainement, vous avez parlé de l'exil. Oui. Parce que vous-même, vous étiez récemment au Ghana, on a appris. Oui. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre-là? J'ai été au Ghana à 2 ou 3 reprises pour me faire délivrer un visa pour me rendre à Londres. Et je ne peux pas aller au Ghana, y séjourner pendant 3-4 nuits sans chercher à m'enquérir des nouvelles des Ivoiriens qui y sont. Donc dans ce cadre-là, il m'est arrivé de rencontrer à 2 ou 3 reprises mon jeune frère Konaté Navigué, comme Damana Picasse, comme tous les autres, sauf Charles Blé Goudé que je n'ai pas pu voir. Depuis qu'il y a eu la crise, on ne s'est pas encore vu physiquement. Et rentré d'exil, il a cru devoir passer me saluer, parce qu'entre-temps j'ai perdu mon petit frère, et il est passé prendre sa part de deuil pour me présenter ses condoléances. Nous avons profité pour faire un tour d'horizon sur la situation politique. Il est heureux qu'aujourd'hui je constate
que nous ayons beaucoup de concordance de vues. On veut dire quoi? Est-ce que cela sent, on va dire, une union qui se pointe à l'horizon, ou bien c'est juste des retrouvailles entre jeunes? Un bon militant du PDCI RDA doit appeler tout ce qui est union de ses voeux. Voyez-vous? Souvent, je me mets à réfléchir tout seul, dans mon lit. Je dis, ah Seigneur Jésus, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui peut être le bon chemin? Si vous avez été vivant, qu'est-ce que vous aurez fait dans cette situation actuelle? Est-ce que vous se serait contenté seulement de rassembler que les enfants de chez lui, ou bien vous serait aller plus loin en rassemblant tous les Ivoiriens? Je pense que je n'ai pas besoin de ressusciter Oufoué pour avoir la solution. Si Oufoué avait été vivant, Oufoué se serait empressé de rassembler tous les enfants de Côte d'Ivoire sans trier. Dans ces conditions-là, moi j'ouvre mes bras à tous les Ivoiriens qui s'appellent RDR, qui s'appellent FPI, pourvu qu'ils soient Ivoiriens. On a besoin de tout ce monde pour bâtir une Côte d'Ivoire unie dans le revivre ensemble. Voilà. Le 13 juin prochain, oui, couplé du 18 août, oui, on va en tout cas assister à deux grands événements. D'abord au verdict de confirmer les charges retenant contre l'ancien président Laurent Gbagbo Alaye et aussi à l'ordre de confirmation des charges retenues contre Charles Blé Goudé. Vous êtes ivoirien, vous êtes un élu de la République. Vous avez déjà fait un premier pas vers la diaspora ivoirienne, surtout vers les militants du FPI, du COGEP, là où vous venez rencontrer naviguer, du FPI. Et pour vous aujourd'hui, à quoi doit s'attendre le peuple ivoirien dans ces moments, en tout cas décisifs, qui se pointent à l'horizon? Le peuple ivoirien n'attend qu'une seule chose, la manifestation de la vérité et la justice pour tous. En tant qu'Ivoirien, tout simplement, ou même homme politique, ce n'est pas de gaieté de cœur si on a la fibre patriotique. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit cet compatriote, un ancien président issu de chez moi, qui soit en prison à l'extérieur. Oui, mais si c'est le chemin pour que la lumière soit faite sur les événements que nous avons connus, si c'est le chemin pour que la justice soit pour tous, eh bien, que la volonté du Seigneur soit faite. Les Ivoiriens attendent la manifestation de la vérité sur les événements de 2010 et que les coupables, d'où qu'ils viennent, de quelque bord auquel ils appartiennent, soient punis de la même façon. Oui, c'est comme ça seulement que le peuple de Côte d'Ivoire sera soulagé. Je dis, en tant que fautiste, en tant que militant du PDCI RDA, de mon point de vue, il y a deux voies. Si nous voulons passer par la voie de la justice, mais je précise bien, cette justice ne sera justice que si elle est au service de la paix sociale en Côte d'Ivoire, si elle est au service de la cohésion sociale. Ou alors, on emprunte la voie du pardon, et le pardon pour tout le monde, parce que ce qui compte, c'est vrai, je m'incline devant ces milliers de morts, c'est vrai, nous avons tous souffert de ces moments-là, mais c'est aussi vrai que les vivants méritent aussi de vivre dans des conditions paisibles, qu'ils préparent leur avenir avec sérénité. Ça suppose que la paix revienne. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie toujours la voie de la sagesse, celle qui permet à ceux qui ont eu la chance et la grâce de vivre, de continuer de vivre dans une Côte d'Ivoire réunifiée, paisible, qui se remet au travail et qui se reconstruit. La mort, ça continue en Côte d'Ivoire. Récemment, un drame a frappé en tout cas le pays. L'immolation suivie en tout cas du décès d'une certaine Madiara. Vous, qu'est-ce que ça vous a dit? J'ai été profondément bouleversé. J'ai été profondément bouleversé. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs sur cette mort-là. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi elle s'est donnée la mort de cette façon-là, mais je vais tout simplement dire que j'ai été bouleversé. Vous savez, je reviens toujours à la pensée d'Oufoué, parce qu'un bon militant d'Oufoué, de PDCI RDA, doit avoir un respect sacro-saint pour la vie. La vie, n'oublions pas, c'est le premier droit de tout citoyen. Dieu donne la vie, il appartient à Dieu et à Dieu lui seul de prendre la vie quand il veut. Nul n'a le droit de donner la vie, la mort, d'ôter la vie à un autre pour ses opinions politiques. Vous savez, on a connu des drames à l'issue de la guerre qu'on a vécue. Ces façons de faire, ce n'est pas dans la culture de l'Ivoirien. Qu'un citoyen se regarde lui-même, s'asperge d'essence et se brûle, c'est fait partie de nos pratiques.
C'est pourquoi je suis inquiet. Je suis inquiet pour mon pays. Et ça doit nous interpeller. Il faut qu'on anticipe les hommes politiques pour que le peuple, les Ivoiriens, en arrivent là. En arrivent là. Il se passe quelque chose. Il y a une mutation qui s'opère dans notre société. Il faut qu'on puisse saisir les messages. Mais pour moi, ce qu'il y a, chaque jour il y a des morts en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette mort-là, principalement, interpelle les consciences? Oui, mais, tous les Ivoiriens meurent en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça dépend du mobile. Les raisons de la mort. Quelqu'un qui se donne la mort volontairement, pour une raison précise, il y a forcément quelqu'un qui est responsable. J'imagine bien que là, quand choisissant d'aller se donner la mort devant le palais présidentiel, c'est quand même un message. Ce message n'était pas adressé ni à toi, ni à moi. Il est bien adressé peut-être aux locataires de la présidence de la République. J'imagine bien. Et donc c'est pourquoi j'ai dit, si on se sent interpellé, il faut qu'on agisse. Faire en sorte que ça ne se répète plus. Que ça ne se répète plus. Voilà, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que quand même, que quelqu'un décide, fasse cet acte de courage, de se regarder, de s'asperger d'essence et de se mettre le feu, il faut bien qu'il en soit à un degré, je ne sais pas, mais bon, voilà, peut-être qu'elle était excédée du comportement de je ne sais qui pour en arriver là. Faisons en sorte que ces pratiques-là ne prennent pas corps dans nos sociétés. On a vécu ça, on a vu ça ailleurs, mais j'étais loin d'imaginer qu'en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens se seraient comportés comme ça. C'est quoi l'avenir politique de M. Kakabé? 2015, 2020, où vous allez jouer les spectateurs, ou dans la compagnie des autres, vous avez une ambition précise? Non, une chose est claire, c'est que je ne ressemble pas à un accompagnateur. Je ne peux pas non plus venir en politique pour n'avoir qu'une ambition que d'accompagner. Qu'une ambition que d'accompagner les autres. Ah non, ça, c'est... Il n'y a aucun honneur à tirer ou aucune gloire à accompagner éternellement les autres, mais j'ai toujours dit une seule chose pour résumer tout. Je crois profondément en Dieu, et il me semble que Dieu donne tout pouvoir, et si tant est que c'est Dieu qui donne le pouvoir, eh bien, en ce qui me concerne, et comme sur la vie de tous les citoyens, que sa volonté soit faite. Okay. Un jour, vous serez président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas vivre à l'idée simplement que d'être président de la République. Non. Il y a tellement de possibilités, de façons de servir son peuple à tous les postes. On peut être utile à son pays. Il ne faut pas vivre que pour être président de la République. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Je fais de la politique. Je me rends utile au peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'essaie de faire ce que je peux pour être un ambassadeur des populations de Port-Boué à l'Assemblée nationale, sans être forcément président de la République. Je suis député à l'Assemblée nationale. Ce que Dieu voudra demain, pour nous, sera ce qu'on aura. Mais il ne faut pas vivre simplement que parce qu'on veut être ceci. Non, c'est pas... Nous sommes combien de millions d'Ivoiriens avec autant de compétences les uns que les autres. Tout le monde peut rêver d'être président de la République. Ça ne peut pas être une obsession. On va finir par cette actualité quand même qui gouverne un peu beaucoup d'Ivoiriens. On sait que le président Alassane Ouattara fait beaucoup de chantiers. On parle de l'autoroute du Nord, on parle des échangeurs, on parle des grands ponts, mais aussi du pont à péage, et qui est aussi un coût. Vous êtes député, donc élu de la nation. Les contribuables, en tout cas, n'ont pas manqué de critiquer ce coût très élevé qui a une incidence sur le coût du transport. Vous, en tant qu'élu, vous dites quoi? D'abord, vous parlez de grandes œuvres, de grands ponts. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, mais le moins que je peux vous dire, c'est que le pont Henri Konan Bédié, il était là, le coup de 99, la rébellion, depuis 2001, on l'a déjà emprunté. Donc, en tout cas, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le péage, je ne parle même pas du tarif, mais je parle même du principe du péage. J'ai été récemment en Europe, et partout où je suis passé, je n'ai pas vu ce que je vois dans mon pays. L'État a le droit, l'État plutôt a le devoir de construire les routes gratuitement pour le peuple. Et en Europe, ce que j'ai vu de mes deux yeux, je peux me tromper, ceux qui n'ont pas d'argent pour payer ont au moins leur route pour voyager. Vrai ou faux? Les nationales. Or ici, on ne laisse pas le choix au peuple. On regarde
je veux dire, la partie de la route où il n'y a pas de possibilité pour contourner, pour poser le péage. Vous voyez l'esprit qui sous-tend l'action. Or, moi je suis pauvre, je n'ai pas les moyens de payer la route, je dois aller chez moi à Lakota, je dois emprunter forcément une route. Et cette route-là, où il faut la bâtir avant de mourir. Et des gens viennent, ils posent le péage, obligeant tout le monde à payer. Et ceux qui n'ont pas l'argent, il faut voir. C'est déjà dans le principe, ce n'est pas bon. La liberté, là, n'a plus de sens, n'a plus sa place. Le principe. Et ceux qui ont posé ce péage savent très bien qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Abusant de l'ignorance du peuple de Côte d'Ivoire. Oui, c'est de ça. Moi, c'est ça qui me pose le problème. On aurait même pu imaginer une route à péage à côté de l'ancienne. Bon, ceux qui n'ont pas d'argent, s'il faut parcourir 50 km en 2 heures, 4 heures du temps, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de choix. Ceux qui ont l'argent peuvent prendre la route express qui peut vous faire 1 heure ou 20 minutes. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais ici, bon, on vient, on pose le péage et on oblige tout le monde à payer. Et on oublie que les Ivoiriens ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Et les faits sont là, depuis que ça existe, il n'y a que des revendications autour du tarif. Moi, avant même d'aborder le tarif, c'est le principe même du péage. L'esprit qui sous-tend le péage en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'il faut condamner. C'est à croire qu'on cherche l'argent à tout prix. Bon, après, c'est les policiers qu'on voit. Mais est-ce qu'il y a d'autres formes de raquettes plus visibles que ça? Tout récemment, il y a eu des grabuges dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à ce moment à Grabo, et à chaque fois les choses se répètent comme ça. Pour vous aujourd'hui, est-ce que l'État ferme longtemps les yeux sur ce qui se passe à l'ouest, ou bien il va falloir faire quelque chose? C'est impérieux qu'il faut. L'État ne peut quand même pas démissionner. Les populations de l'ouest ont aussi besoin de vivre en sécurité comme celle du nord, comme celle de l'est, comme celle du centre, comme celle d'Abidjan. Ce sont aussi des Ivoiriens qui veulent vaquer à leurs occupations, s'occuper des travaux champêtres sans être inquiétés tout le temps. Et c'est tous les jours qu'on attend ces attaques à l'ouest. Ça nous afflige et ça doit prendre fin. Et je crois qu'il faut rappeler au gouvernement ce rôle régalien qui lui est réservé, qui lui incombe, d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Et il faut faire en sorte que l'ouest connaisse définitivement la paix, la stabilité, que prennent fin ces agressions-là. Et vous voyez, ce qui est surprenant, c'est qu'elles se répètent, jamais on ne fait la lumière, jamais on ne sait qui attaque, et puis la vie continue. Et la vie continue. La Côte d'Ivoire, ça ne ressemble pas à ça, la Côte d'Ivoire. Ça ne ressemble pas à ça, ce pays, ce beau pays. Non, la Côte d'Ivoire doit renouer avec sa tradition, sa culture, je veux dire, son âme de pays de paix, son âme de pays de dialogue, son âme de pays stable, son âme avec beaucoup de valeurs, de respect scrupuleux pour la vie humaine. Quand la vie humaine est devenue chose banale, on tue facilement, et puis on s'en accommode, la vie continue, et puis on est content, et on est au pouvoir, et on se plaît. Bon. À vous entendre, Kaka Bé, vous êtes devenu un opposant patenté, c'est vraiment, c'est jamais vu, pourtant vous faites partie du RHDP. Non, moi je vous êtes aussi comptable de ce que le gouvernement... J'appartiens d'abord à la Côte d'Ivoire avant d'appartenir d'abord au PDCI RDA et ensuite au RHDP. Et tout ce que je fais, je n'agis que pour servir l'unique intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Si l'intérêt des Ivoiriens ne se retrouve pas, même au PDCI, demain je le dirai. Je le dirai, je veux servir, je ne veux vivre ou faire la politique que pour servir les Ivoiriens. Les Ivoiriens dans leur, je veux dire, dans leur diversité. Dans leur diversité, parce qu'une route bâtie, un hôpital construit, une école qui marche, elle marche pour tous les Ivoiriens, les enfants du FPI, les enfants des pauvres, les enfants du RDR, et tout le monde se sent heureux en allant à une école qui marche. Donc moi je milite pour l'émancipation du seul, l'unique peuple de Côte d'Ivoire, qu'il soit le peuple du Nord. C'est pourquoi je n'adhère jamais aux idées qui prétendent, qui veulent que des gens aient lutté pour la dignité d'une partie du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes un seul peuple, dans un seul destin. On ne peut pas avoir la dignité d'un peuple, d'une partie du peuple, en dehors d'une partie du peuple. Ce n'est pas ça, la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir une et une seule dignité, la dignité du seul peuple de Côte d'Ivoire, composé de ce Baoulé, de Dida, d'Aché, que sais-je encore. Et c'est ça qui fait notre force, justement. C'est ça qui fait notre beauté. C'est bien beau à vous entendre parler. Oui. Vous parlez tellement bien.
vous êtes un bon orateur, mais est-ce que ce discours-là, Oui. est-ce que vous le tenez aux réunions du RHDP? J'avoue que depuis qu'on a gagné les élections, je n'ai plus été invité à une seule réunion du RHDP. Et je ne suis même pas sûr que le RHDP lui-même se soit réuni une seule fois. D'ailleurs, j'entends et je lis de temps en temps que le RHDP ne s'est plus jamais réuni. Bon, donc on ne peut pas me reprocher de ne pas tenir ce discours. À l'Assemblée, quand il y a le débat, je participe. Au PDCI, là où je suis invité, je prends la parole. Je ne connais pas de tribune en Côte d'Ivoire où je ne suis pas capable de dire mon opinion. Vous êtes au député de Port-Boué, la commune de Port-Boué. Oui. C'est quoi votre quotidien quand vous vous levez le matin? Vous faites quoi, M. Kakabe? La première chose, quand il y a l'ouverture des sections, comme c'est le cas en ce moment, je prends le calendrier de l'Assemblée nationale. Premier réflexe, il faut être assidu. Même si, bon, Donc, vous vous levez le matin, vous partez à l'Assemblée nationale d'abord. partez d'abord à l'Assemblée nationale. C'est quand je n'ai rien à faire à l'Assemblée, je viens à mon bureau ici, à Port-Boué, parce que je vous ai invité à mon bureau. J'ai un bureau, j'ai une adresse, j'ai un repère qui permet à tous les Ivoiriens qui vivent sur le territoire communal et qui m'ont porté à ce stade-là de venir à des audiences quand ils le souhaitent. Et c'est ensemble que nous décortiquons le quotidien des Ivoiriens de Port-Boué. Mais c'est quoi le quotidien des événements de Port-Boué? Oh, malheureusement, je dois vous dire que, et c'est ça, c'est l'un des baromètres pour prendre la pleine mesure de la situation du pays. On ne vit aujourd'hui qu'au rythme des morts, des funérailles. La Côte d'Ivoire, nous vivons tous au rythme des funérailles. Là, je viens d'en faire 3. Je parle d'ici encore 4 demain. On ne vit que pour entretenir les morts. Malheureusement. Parce que la crise est dans. Les Ivoiriens ne mangent plus à leur faim. Toutes les maladies reviennent, refont surface. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir qu'en Côte d'Ivoire, des maladies auxquelles nous n'étions pas habitués hier, des maladies de reins. Aujourd'hui, bon, tout ça, et bon. Mais c'est votre rôle de régler tous les problèmes des Ivoiriens de Port-Boué? Malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, l'État est là, le maire est là. Les hommes politiques sont devenus les recours. Et je comprends nos populations qui, je ne veux pas dire désabusées, assiégées par les difficultés, n'ont pas d'autre voie de recours que de venir auprès de leurs élus. On ne peut pas non plus se dérober, on ne peut pas les condamner non plus. Vous voyez, je vous l'ai dit souvent, dans la vie, la chose la plus difficile, c'est demander, tendre la main. Demander, parce que l'homme qui demande monnaie sa dignité. Or, aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus peur de demander. Ils ne se gênent plus. Même les cubes magiques, la voisine va demander à la voisine. Vous voyez bien, mais on ne peut pas éduquer un peuple entier à la mendicité. En dehors de vos plaidoyers, des lois à l'Assemblée nationale, en dehors de vos permanences, en tout cas à Port-Boué, concrètement, est-ce que vous avez des projets pour la commune de Port-Boué? Évidemment que nous avons des projets pour la commune de Port-Boué, mais souffrez que ça ne fasse pas l'objet de débat ici aujourd'hui, mais on ne peut pas être député d'une localité comme Port-Boué et puis ne pas avoir de projet pour cette commune. Une commune balnéaire, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire pour que nos populations, regardez quand il pleut, toute la commune est sous l'eau. On ne peut pas être député d'une localité et puis être fier de voir sa commune en l'état. Il y a encore quelques localités à Port-Boué qui n'ont pas accès à l'eau potable. J'ai été récemment dans un lycée de la place, offrir un château d'eau à un lycée qui existe depuis 10 ans, où les jeunes filles, les élèves, les enseignants, tout le monde fait ses besoins à l'air libre. Comment vous pouvez avoir des résultats dans ces conditions-là? Donc il y a beaucoup de choses encore à faire ici, et croyez-moi que ça fait partie de mes préoccupations de tous les jours. Cette commune-là, qui m'a pratiquement tout donné, ces Ivoiriens à Port-Boué qui m'ont mis là où je suis, croyez-moi, sans démagogie aucune, je ne peux que avoir des projets qui profitent, bien sûr, à leur bien-être ici dans la commune de Port-Boué. Tout à l'heure, on était de passage dans votre commune à Port-Boué. On a vu la site universelle de Port-Boué 3 que j'ai faite. On a vu que ce n'est plus habité par les étudiants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Toutes les cités ont été vidées de leur contenu, parce qu'entre-temps, il ne faut pas aussi oublier qu'il fut un temps où ces résidences universitaires étaient devenues dangereuses. C'était devenu des caches d'armes. Ça aussi, il faut l'avouer, nos amis de la FECI. Donc, aussitôt que le pouvoir est tombé, la première des choses, c'est que chacun, comme on dit à Abidjan, chacun s'est cherché, les cités ont été vidées. Il est regrettable qu'on ait chassé ceux de la FECI
pour que d'autres viennent le triper. On essaie de quelle façon? C'était M. Kouadio Konabertin de KKB, député de Port-Boué. Filico. Merci. Merci aussi. Bien glacé là. Un bon verre. Je dors tranquille, hein, c'est terminé. Ah, tu fais des bêtises.